quelque part à la frontière orientale de la Carélie, là où la faune et la flore rencontrent les légendes anciennes, se trouve un endroit qui effraie même les plus courageux. Le mont Votavara, qui domine les forêts et les marécages, est un ancien sanctuaire entouré de mystères et d'horreurs. Des arbres étranges et courbés, des formations de pierres mystiques et le silence, interrompu uniquement par le murmure du vent, donnent l'impression que la montagne a une vie propre. Ici, selon d'anciennes croyances, les mondes se croisent et la réalité devient instable. Au cours de l'hiver 1939, pendant la guerre d'hiver, le mont Votavara a été le théâtre d'une tragédie qui n'a jamais été entièrement expliquée. Une compagnie de soldats d'os soviétiques a été envoyée sur la montagne pour y installer un poste d'observation, mais elle a été confrontée à une horreur que ni les militaires ni les scientifiques n'ont pu expliquer. Dans cette vidéo, vous découvrirez une histoire effrayante liée à l'ancienne montagne de Votavara. Restez à l'écoute et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. L'histoire de la mystique et terrifiante chaîne de montagnes de Votavara, située à l'est de la frontière finno-soviétique, fait depuis longtemps partie du folklore et des légendes de Carélie. Dans les temps anciens, les gens craignaient de poser le pied sur ces terres, car ils savaient que cette région montagneuse était imprégnée d'un pouvoir qui dépassait l'entendement humain. Le silence et les phénomènes étranges qui entourent cette montagne continuent donc d'attirer l'attention des chercheurs et des touristes, malgré les avertissements inquiétants qui subsistent dans les légendes des peuples locaux. Ce lieu a longtemps fait l'objet de nombreuses études, spéculations et théories, mais personne n'a pu percer son mystère jusqu'au bout. Culminant à 417 mètres d'altitude, le mont Votavari se détache des collines et des forêts qui l'entourent. Ses pentes sont couvertes d'arbres déformés et d'étranges formations de pierres qui, selon certains scientifiques, ont été créées par l'homme il y a des milliers d'années. Les pierres, qui sont soigneusement équilibrées sur des pierres ne plus petites, sont un mystère pour les archéologues et les scientifiques, et leur origine exacte est encore inconnue. Le peuple sami local croit que ces piliers de pierre, appelés Seds, abritent des esprits puissants qui gardent ce morceau de terre sacré. Les Samis, premiers habitants de la Carélie, ont longtemps observé des rituels et des cérémonies liées au culte de Votavari. Ils pensaient que la montagne était une porte vers l'autre monde, un endroit où la frontière entre les mondes était la plus mince et où l'on pouvait trouver des esprits et des divinités. Des sacrifices rituels étaient effectués sur Votavari dans l'espoir de gagner les faveurs des dieux avant la saison de la chasse ou de la pêche. Cependant, selon la légende, les esprits de la montagne n'honoraient pas les hôtes indésirables, et encore moins les étrangers qui envahissaient leurs terres, sans le respect qui leur était dû. La nature mystérieuse de Votavari est devenue la source de nombreuses légendes, mais aucune n'a été aussi terrifiante et mystérieuse que les événements qui se sont déroulés ici pendant la guerre d'hiver de 1939. Au cours de cette guerre, les troupes finlandaises ont affronté l'armée rouge, supérieure en nombre, qui a envahi la Finlande dans le but de s'emparer d'importantes positions stratégiques. L'une de ces positions était Votavari, dont la hauteur aurait pu constituer un excellent point d'observation pour les troupes soviétiques. Cependant, malgré son importance stratégique, les Finlandais l'ont laissé sans surveillance. Lorsque les troupes soviétiques ont commencé à grimper au sommet de la montagne, les habitants locaux qui connaissaient les dangers de Votavari ont mis en garde les soldats contre les menaces que représentait le terrain. Cependant, leurs avertissements sont restés lettre morte. Le commandement de l'armée rouge ne croyait pas aux superstitions et estimait que les avantages stratégiques de l'occupation des hauteurs l'emportaient sur les risques éventuels.
Les officiers qui dirigent donc la compagnie de 100 hommes envoyés à Votavara sont persuadés qu'ils pourront bientôt établir un poste d'observation et prendre l'avantage sur les positions finlandaises. Pourtant, dès le début de leur mission, d'étranges phénomènes se produisent. Au cours de leur première nuit sur la montagne, les soldats soviétiques commencent à entendre des bruits étranges et à ressentir une anxiété inexpliquée. Puis, une nuit, des cris, des coups de lit de feu et des explosions ont soudain surgi du silence de la forêt nocturne. La nuit d'hiver aux abords du mont Votavara s'abat sur les soldats soviétiques comme une lourde couverture. La température chute rapidement, les transperçant jusqu'à l'os malgré les manteaux et les bottes fournies par le gouvernement qui les protègent à peine du froid. Le vent léger, porteur d'une odeur de goudron et de neige, n'est pas de bon augure. La montagne est sombre, presque invisible dans le ciel nocturne. Seuls les arbres tordus et artificiels se découpent là sur le crépuscule, tels des doigts de rouvier noirs et noueux tendus vers les nuages. Le sergent Ivan Kozlov, commandant de l'équipe d'éclaireurs qui doit être la première à établir un poste d'observation au sommet, regarde ces hommes. Les visages insomniaques et tendus montrent non de la fatigue, mais aussi de la détermination. Les soldats y sont depuis longtemps habitués aux côtes rigueurs de l'hiver nordique, mais quelque chose ici, en ce lieu, les angoisse inexplicablement. Commandant, l'un des soldats, un jeune homme nommé Alexei, dit doucement à Kozlov « Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je crois que quelqu'un nous observe. » Kozlov fronce les sourcils, réfléchissant aux paroles du soldat. Quelque chose dans cet endroit semblait vraiment anormal. Il y avait un silence étrange et oppressant dans l'air, et le froid semblait d'une manière ou d'une autre plus perçant qu'il n'aurait dû l'être. C'était comme si le sol même qu'ils foulaient essayait de les repousser, de les avertir de quelque chose de terrible. « Nous sommes ici pour exécuter des ordres, Alexei. Essaie d'ignorer tes peurs, » répond Kozlov avec sévérité, en essayant de cacher ses propres doutes. Continuons l'ascension. Le groupe avance prudemment, en essayant de parler à voix basse. La tension augmente au fil des minutes. Les branches, sous leurs pieds, se brisaient dans un craquement assourdissant, ce qui augmentait le sentiment que quelqu'un ou quelque chose les observait. Des ombres profondes s'amoncelaient autour d'eux, et il semblait que les ténèbres elles-mêmes s'accumulaient, devenant presque tangibles. Lorsqu'ils atteignirent enfin le plateau au sommet de la montagne, un tableau à couper le souffle s'offrit à eux. D'étranges formations de pierre, comme sculptées par la main de quelqu'un, se dressaient comme d'anciennes sentinelles. Leur forme était si inhabituelle qu'elle semblait ne pas avoir été créée par la nature. Les pierres étaient massives, et leur surface était couverte d'écritures anciennes qu'aucune des personnes présentes ne pouvait reconnaître. Soudain, au centre de l'une des plateformes de pierre, un murmure inquiétant se fit entendre, presque indistinct, comme si les pierres elles-mêmes parlaient en une langue ancienne. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» chuchote l'un des soldats en regardant son camarade. « Silence !» ordonne Kozlov. « Ce n'est que le vent, pas de superstition. Nous sommes en guerre, pas dans un conte de fées. » Mais personne ne peut se défaire du sentiment que le murmure est trop réel, trop inquiétant. Soudain, un bruissement se fait entendre derrière l'escouade. Des pas légers se font entendre, comme si quelqu'un s'approchait prudemment d'eux. Les soldats levèrent instinctivement leurs fusils, les pointant dans la direction du bruit. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait que l'obscurité, qui semblait se resserrer encore plus autour d'eux. « Ce ne peut être qu'un animal », murmure Oleksiy en serrant son arme. L'instant d'après, le silence fut rompu par un cri soudain et perçant provenant des ténèbres. C'était si étrange que le cœur de chaque soldat s'enfonça dans sa poitrine.
Bientôt, le cri commença à résonner dans différentes directions, comme un écho, et les sons commencèrent à se rapprocher, devenant plus forts et plus distincts. Kozlov cria « Au combat !», réalisant que quelque chose de menaçant et d'incompréhensible les entourait. Les soldats s'alignent à la hâte en cercle défensif, les mains tremblantes et le visage pâle comme la neige. Leurs yeux tournent autour d'eux, à la recherche de l'ennemi, mais personne ne voit rien de précis, si ce n'est l'obscurité grandissante qui semble envahir tous leurs sens. Les ténèbres se mirent soudain à bouger, comme de leur propre chef. Elles affluèrent vers les formations de pierre, tournèrent autour d'elles et finirent par former d'étranges figures, des formes translucides et déformées qui ressemblaient à des silhouettes humaines. Mais il ne s'agissait pas de personnes, leurs silhouettes étaient déformées, comme des reflets déformés dans un miroir de travers. Ces créatures, tissées d'ombre, étaient l'incarnation de la nuit elle-même, des ténèbres, et il émanait d'elles une haine ancestrale, indescriptible pour tous les êtres vivants. L'un des soldats fut le premier à craquer. Il ouvrit le feu sans discernement sur ces ombres, mais ses balles les traversèrent sans faire de dégâts. Les autres firent de même, tirant chargeur après chargeur sur les ombres sans visage, mais en vain. Les tirs illuminèrent un bref instant la pénombre, mais tout fut bientôt replongé dans l'obscurité. Kozlov ordonna de battre en retraite, réalisant que les forces auxquelles ils étaient maintenant confrontés étaient mis hors de portée des armes conventionnelles. Mais la retraite est vaine. Les ombres commencèrent à attaquer, leurs mains froides et intangibles pénétrant les corps des soldats, leur causant une douleur et une terreur insupportables. L'un après l'autre, les soldats tombèrent au sol, leurs cris résonnant dans la nuit et se coupant soudainement. Les autres, en désespoir de cause, tentèrent de riposter, mais la peur de l'inconnu était si forte que nombre d'entre eux jetèrent simplement leurs armes et tentèrent de s'enfuir. Cependant, dès que quelqu'un tentait de quitter le cercle de lumière, il disparaissait immédiatement dans l'obscurité sans faire de bruit. Kozlov, réalisant qu'ils étaient encerclés et qu'il n'y avait pas d'issue, fit un dernier geste désespéré. Il ordonne aux survivants de rassembler tous les explosifs et de se préparer à les faire exploser. Le plan est simple. S'ils sont destinés à mourir, ils emporteront avec eux le plus grand nombre possible de ces créatures. Cependant, alors que les soldats commençaient à assembler les explosifs, les ombres intensifièrent leurs attaques. Leurs touches devenaient de plus en plus douloureuses, comme si chaque ombre aspirait la force vitale des soldats. Au dernier moment, alors que les explosifs étaient posés et qu'ils étaient sur le point de les faire exploser, une immense silhouette émergea soudain des ténèbres. C'était une personne, ou quelque chose qui ressemblait à une personne, mais sa taille était déformée, apparemment disproportionnée. La silhouette bougeait de façon anormale, comme si elle se trouvait dans plusieurs dimensions à la fois. Ses traits étaient en flous, et ses yeux brillaient d'une lumière mortelle. Cette silhouette semblait être l'incarnation de la montagne tout entière, de sa force ancienne et de sa haine des envahisseurs. Il leva la main et, à ce moment-là, les ombres s'arrêtèrent de bouger, comme à l'improviste. On aurait dit que la montagne elle-même avait pris conscience de la poignée de soldats qu'elle s'apprêtait à avaler. Kozlov leva les yeux vers le monstre et comprit qu'il n'avait plus le temps. Il jeta un dernier regard à ces hommes, dont il connaissait personnellement un grand nombre, et dit « Pardonne-nous, Seigneur, pardonnez-nous, Seigneur ». Puis il appuie sur le bouton du détonateur. Il y eut une puissante explosion qui déchira la nuit. Une lumière éclatante illumine un instant tout le sommet de la montagne, mais lorsqu'elle s'estompe, il ne reste plus que l'obscurité absolue. On n'entendait plus aucun son. Tout ce qui était vivant sur cette montagne avait disparu. Au sommet de Votavara,
Ils ont vu une scène de carnage horrible. Les 100 soldats soviétiques avaient été tués. Certains ont tenté de s'échapper, mais ils ont été rattrapés et déchiquetés. D'autres, en désespoir de cause, se sont suicidés. La plupart des corps ont été déchiquetés par une force inconnue, et même les chasseurs finlandais expérimentés ne parviennent pas à déterminer ce qui a pu faire cela. Il n'y avait pas de traces d'animaux ou de bottes d'autres soldats sur les lieux. Tout indique que les soldats soviétiques ont été tués par quelque chose ou quelqu'un qui n'a laissé aucune trace de sa présence. Les rumeurs concernant les événements de Votavari se sont rapidement répandues des deux côtés du front, et la montagne a reçu un nouveau surnom, la montagne de la mort. Depuis lors, Votavari a fait l'objet de nombreuses études, mais aucune d'entre elles n'a apporté de réponse définitive à la question de savoir ce qui s'est réellement passé au cours de cette froide nuit d'hiver. Certains suggèrent que les soldats ont été victimes d'une meute de loups affamés, tandis que d'autres pensent qu'ils ont rencontré un ours qui protégeait ses petits. Cependant, aucune de ces théories n'explique l'absence de traces d'animaux, ni pourquoi les soldats ont préféré se tuer plutôt que d'affronter une menace inconnue. Aujourd'hui, Votavari attire l'attention des touristes et des chercheurs en paranormal qui tentent de percer le mystère de cette montagne. Malgré son éloignement et son inaccessibilité, la montagne continue de faire l'objet de nombreuses théories et hypothèses. Certains chercheurs affirment que Votavari est une sorte de portail entre les mondes, un lieu où se croisent différentes dimensions. D'autres sont enclins à croire que la montagne est effectivement habitée par d'anciens esprits qui continuent à protéger leur terre des hôtes indésirables. Les habitants continuent de respecter et d'honorer Votavara, observant d'anciens rituels et cérémonies pour ne pas s'attirer les foudres des esprits. Si pour eux la montagne reste un lieu sacré, pour les chercheurs et les touristes, elle représente un mystère qui ne sera peut-être jamais résolu. L'histoire de Votavara est un exemple de la façon dont les légendes anciennes et les événements modernes peuvent s'entremêler pour créer de nouveaux mythes et légendes. Alors que la science tente de trouver une explication rationnelle à tout ce qui se passe, des lieux comme Votavara continuent de défier notre compréhension du monde, nous rappelant que tous les mystères ne peuvent être résolus. La croyance dans le surnaturel, le respect des traditions anciennes et des coutumes, tout cela fait partie intégrante de la culture et de l'histoire des peuples qui vivent dans l'ombre de lieux comme Votavara. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité sur ce qui s'est passé à Votavara en 1939, mais l'histoire se perpétue, transmise de génération en génération, nous rappelant que le monde est plein de mystères et que, parfois, la meilleure chose à faire est de les respecter et de les laisser sans réponse. Telle était l'histoire de Votavara, la montagne où les mondes convergent, où la réalité et le mythe se confondent, créant un mystère qui restera longtemps dans les esprits. C'est tout. Donnez-nous un pouce en l'air, écrivez votre opinion dans les commentaires ci-dessous et rendez-vous dans les nouvelles vidéos. Bye.